Bonjour à tous, bienvenue pour notre webinaire sur la qualité de vie au travail et des conditions de travail que nous avons appelé Baby-Foot ou déployer une culture positive. Nous avons aujourd'hui avec nous Solène. Bonjour Solène. Bonjour Serge, bonjour tout le monde. Donc Solène, tu es membre de la communauté Changeable et puis tu es experte en qualité de vie au travail et sur les sujets de RPS. Exactement. Donc on va échanger ensemble pendant 45 minutes. Avant de commencer peut-être, vous avez des petits boutons en bas, donc normalement vous en avez 3 pour pouvoir nous suivre sur les réseaux sociaux, pour pouvoir obtenir éventuellement le support si vous le souhaitez. Et puis si vous souhaitez participer à nos meet-up ou à nos masterclass, n'hésitez pas à cliquer également, nous donner vos informations pour qu'on puisse vous inviter. Le principe est de réunir différents sociétés pour parler d'un sujet, en l'occurrence ça sera QVCT, et pouvoir partager des idées, partager des propositions, des solutions sur ces thématiques. Dans le chat, vous pouvez déjà, si vous le souhaitez, envoyer un petit message pour répondre à la question « Qu'est-ce que ça vous évoque ? Qu'est-ce que vous évoque le mot RPS ?» Et puis on y reviendra dans quelques instants avec Solène. Pour rapidement parler de nous, qu'est-ce qu'on fait chez Changeable ? On fait 4, 5, 6 choses. On travaille la collaboration dans les équipes. On aime bien fertiliser la collaboration. On est là aussi pour inspirer vos leaders. On travaille à faire émerger la culture d'entreprise du 21e siècle. On travaille aussi sur la réussite des projets de transformation qui ont une dominante importante humaine et comportementale. Et puis, on intervient également on donne des conférences, on intervient dans des séminaires à titre de speaker pour parler de thématiques autour des sujets que j'ai précisés. Et puis, on a également des interventions sur un certain nombre d'ateliers et de séminaires qu'on propose à la carte pour renforcer vos dynamiques et vos transformations, vos projets de transformation. Changeable, c'est une entreprise qui a une douzaine d'années, un petit peu plus. On a accompagné un certain nombre d'équipes. Je ne sais pas si 250 c'est juste, mais je pense que c'est beaucoup plus maintenant. Et puis on intervient autant auprès des startups que des grands comptes et du public également. On a une communauté dont fait partie Solène qui regroupe environ 40 personnes qui sont des personnes qui touchent au sujet de transformation et qui ont différentes qualités, de coach d'équipe à coach d'organisation, en expert créativité ou QVCT, etc. Et souvent mixés avec des différentes compétences pour pouvoir intervenir au plus près de vos problématiques et avec le plus de pertinence possible. Voilà. Et puis nos clients, c'est des groupes comme Valeo, comme Aegis, l'AFD aussi, la Matmut, Crédit Agricole, et puis des petites sociétés aussi comme Impulse Analytics ou Unique AI, etc. Et également quelques prestataires, enfin quelques sociétés publiques comme des villes ou des organismes ONG ou autres. Notre communauté, j'en parlais, donc avec un motto qui est faire partie de la solution plutôt que d'entretenir le problème. Et puis un challenge finalement, plutôt un ADN qui est de challenger, de nous challenger d'abord et de challenger nos clients, de pouvoir questionner, créer du sens, proposer un autre regard, une autre façon d'écrire finalement l'histoire à venir. Alors, Solène, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots pourquoi on parle de QVCT aujourd'hui et nous dresser peut-être un petit état des lieux sur ce sujet? Alors oui, en fait, on parle de QVCT aujourd'hui parce que on a de plus en plus des risques psychosociaux, donc des RPS. Et c'est la question que l'on vous posait dans le chat. En fait, ça concerne tout le monde, les RPS, du salarié au chef d'entreprise, qu'on soit une grosse entreprise ou une petite entreprise ou même à son compte, tout secteur confondu. Si on veut vraiment avoir des chiffres tangibles, ben on va regarder les chiffres de la sécurité sociale. Alors, il y a toujours 2 ans de décalage. Ce sont les chiffres Amélie. Donc là, on n'a pas encore les derniers chiffres sortis. On a à peu près 12 000 dossiers par an où les RPS sont reconnus vraiment en tant qu'accident du travail.
Et puis, on a aussi, donc on a d'un côté les accidents du travail qui concernent les RPS, et puis d'un autre côté, on peut aussi avoir des maladies professionnelles dont l'origine, enfin des maladies psychiques dont l'origine professionnelle a été reconnue. Et ça, de plus en plus, on a de plus en plus de demandes de dossiers là-dessus. À peu près 1814 maladies professionnelles qui ont été reconnus en lien avec un épuisement professionnel. Donc, c'est à peu près 16% de plus que 2021. Donc, sans compter le coût, bien entendu, financier supporté par l'entreprise, hein, qui n'est pas neutre. Donc, juste une précision, quand on parle de maladies psychiques, ça peut être des dépressions, des troubles anxieux ou encore des états de stress post-traumatique qui peuvent même faire suite à un accident du travail. Là, j'ai lu dernièrement un chiffre de la fabrique Spinoza en 2021 où il y a à peu près 57% des personnes qui ressentent de la fatigue dans leur travail, 46% en stress et 27% en surmenage. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'actuel et très présent et il faut s'en occuper absolument. Est-ce que, parce que quand on voit les chiffres qui augmentent comme ça, est-ce que c'est parce qu'on porte une attention particulière aujourd'hui, et donc du coup on voit les chiffres qui grossissent parce qu'on y porte plus d'attention, ou est-ce que c'est une dimension chronique finalement de la culture d'entreprise ou du leadership ou de façon de manager qui induit par rapport au contexte l'augmentation de ces chiffres? Bah alors ça va être les deux, hein. Déjà, on en parle un petit peu plus. Et puis là, c'est vrai que c'est vraiment des chiffres amenés par la sécurité sociale. Donc les dossiers augmentent de plus en plus. La dernière fois, j'ai échangé avec un enquêteur justement de la CPAM qui va enquêter sur justement quand il y a une maladie professionnelle hors liste qui apparaît en lien avec un épuisement professionnel. Et bien du coup, on voit bien que c'est des sujets de plus en plus, ces dossiers-là, en lien avec les RPS, prennent de la place, quoi. Donc voilà. Mais après, tout ça, c'est parce qu'aussi on évolue dans une société où il faut toujours faire de plus en plus vite, avec peu de moyens, la course à la rentabilité, le numérique aussi qui a accéléré les choses. Donc voilà, c'est aussi presque, j'ai envie de dire, inévitable. Et puis bah, il faut adapter du coup ce qui se passe dans les organisations. Alors pour l'éviter justement, qu'est-ce que nous dit le Code du travail? Oui, alors c'est important vraiment de revenir à la base, hein, le code du travail. C'est vrai que bon, c'est un truc, un pavé quand même, mais il dit ceci, il dit que en gros, il faut pas tout remettre sur l'employeur. Il y a aussi le salarié. Donc d'une part, il y a l'employeur qui doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé physique et mentale. Donc, assurer la santé et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une part, il doit pouvoir identifier les risques professionnels auxquels sont exposés tous ces salariés, dont les risques psychosociaux. Il doit mettre en place des actions, parce que c'est pas le tout d'identifier, il faut maintenant aussi mettre en place un plan d'action. Dans ce plan d'action, il y a bien entendu des actions d'information et de formation. Et puis, il doit s'assurer qu'on est dans une boucle d'amélioration continue. Donc, il doit aussi veiller en permanence à savoir si c'est efficace ou pas et ajuster le tir. Et d'un autre côté, on a le salarié qui, lui, doit aussi prendre soin de sa santé physique et mentale et celle de ses collègues à partir du moment où ils travaillent ensemble. Donc souvent, on a des cas des conflits dans les entreprises. C'est pas que du manager au salarié, ça peut être du salarié au manager ou entre salariés. Ok. Et du coup, je regardais dans le chat et on n'a pas encore de commentaires sur qu'est-ce que vous évoquez les RPS. Peut-être, est-ce que tu peux nous dire, toi, qu'est-ce que ça recouvre? Oui, alors les RPS, souvent, quand on pose cette question, les gens parlent tout de suite de burn-out. C'est un peu le premier mot qui vient là. Alors, il faut savoir que
suite au suicide qu'il y avait eu justement chez France Télécom il y a quelques années, hein, il y a le ministre du Travail de l'époque, Xavier Bertrand, qui a mandaté un groupe d'experts, donc piloté par deux personnes, Golac et Bordier. En 2011, ils ont produit un rapport pour identifier justement c'est quoi ce phénomène-là, et c'est là qu'est apparue la définition un petit peu plus on va dire littérale, des risques psychosociaux. Il y a quand même eu 35 suicides à l'époque chez France Télécom, entre 2006 et 2009. Donc, il est ressorti que les risques psychosociaux, ce sont de on va dire trois catégories. Il y a les violences externes, donc c'est-à-dire que quand on travaille par exemple avec du public, on peut avoir des insultes, des menaces, des agressions, des incivilités. On a les violences internes. Donc là, c'est au sein de l'entreprise et c'est là où on retrouve du harcèlement moral, du harcèlement aussi sexuel, agissement sexiste et des conflits entre les collègues. Et puis, on a le stress. Alors, le stress, c'est vraiment la définition, c'est un déséquilibre entre les contraintes que j'ai pour faire un travail que l'on me donne et les ressources que j'ai. Et alors, la difficulté dans la notion de stress, c'est que c'est une perception. Donc, c'est très difficile à dire, oui, bah, des fois, on a du bon stress et du mauvais stress. Il y en a des fois qui adorent travailler en mode charrette. Et puis, il y en a pour qui c'est juste trop. Je replace aussi le mot burn-out. Le burn-out ou épuisement professionnel, c'est une conséquence de ces RPS, c'est-à-dire qu'on peut déclencher un burn-out, c'est-à-dire quand on a un trop-plein suite à une violence externe, à un stress ou des violences internes. Alors, lorsqu'on est manager ou dirigeant ou DRH, comment on peut agir sur pour réduire finalement l'apparition de ces RPS? Oui. Alors, en fait, on a donc justement, si on reprend ce rapport qui a été fait, et vraiment, alors il fait 200 pages, hein, pour ceux qui ont envie de le lire. Ils ont identifié 6 facteurs de risques psychosociaux. Alors, ça peut toujours un peu se discuter, mais quand même, c'est assez juste. Et justement, quand les enquêteurs de la CPAM enquêtent pour savoir si c'est bien une maladie suite à un épuisement, par exemple, professionnel, ils vont identifier justement quels sont les facteurs concernés. Alors, on a tout ce qui est intensité déjà du temps de travail. Donc, c'est la surcharge de travail, c'est des horaires peut-être à rallonge, c'est justement des instructions aussi qui peuvent être contradictoires. Souvent dans les organisations, des fois on est en mode aussi matriciel. Voilà, on a un supérieur hiérarchique qui nous dit ceci, et puis comme on travaille avec d'autres directions en parallèle, eh bien on a aussi un petit peu des contre-ordres. Donc des fois on ne sait plus quelle est la priorité. On a ensuite le facteur des exigences émotionnelles. Donc ça, c'est surtout quand on travaille avec du public où justement on doit continuer à sourire, voilà, même si ça va pas bien. Donc on doit cacher ses émotions, et on sait bien que quand on cache ses émotions, on devient tendu, crispé, et voilà. Donc il faut développer une communication derrière. On a ensuite le facteur du manque d'autonomie. Donc ça, c'est quand justement on nous donne peu de marge de manœuvre pour faire notre job, quand on ne participe pas vraiment aux décisions, quand on ne nous transmet pas non plus des informations, voilà, où on pense que justement, par exemple, notre boss nous cache des choses. Voilà, donc on se sent pas à ce moment-là vraiment dans l'équipe. Ensuite, on a les rapports sociaux au travail qui sont dégradés. Donc là, ce sont des tensions. Des fois, c'est aussi un peu historique. Voilà, c'est là où on a du harcèlement moral. Alors, je répète bien que le harcèlement moral, c'est pas forcément que hiérarchique, ça peut être vraiment entre pairs. On a aussi le facteur conflit de valeurs. Des fois, on fait un travail et on n'est pas du tout fier de faire ce que l'on fait. Ça n'a pas de sens du tout. On nous demande peut-être aussi des fois de bâcler quelque chose alors qu'on n'a pas envie de faire ça. Et puis enfin, le facteur insécurité de la situation de travail. Donc, c'est tout simplement, des fois, on reste dans ce job parce que ça ne nous convient pas, mais parce qu'on a peur de ne pas trouver autre chose derrière, ou peut-être parce que la filière est en danger. Donc, c'est ce qui peut conduire à du stress ou des conflits exacerbés aussi dans le travail. Alors, ce qui est intéressant, c'est en effet agir sur ces 6 facteurs. C'est aussi agir sur ces 6 facteurs tout en
n'agissant pour répondre aux différents enjeux de l'organisation. Oh. Une formalisation ici, mais la question de la compétitivité, de la différenciation avec les autres acteurs sur le marché, la question de l'attraction, des talents, du recrutement et de la fidélisation, hein, à ARF, hein, c'est comme ça qu'on le verbalise, donc c'est changeable, et la satisfaction des collaborateurs, évidemment, c'est aussi un des enjeux de travail. Le travail, tu en parlais tout à l'heure aussi, de la créativité, de l'innovation, des changements qui est permanent, hein, de toute façon. Donc, il y a ce besoin de pouvoir faire évoluer, et donc ça génère finalement un mode de travail particulier, donc du stress, donc potentiellement des situations de conflit et de tension d'abord. Et puis, tous les autres enjeux RSE que vous connaissez. Et derrière ça, évidemment, un enjeu de pérennité. Donc, comment à la fois on agit sur les enjeux de l'organisation et sur la thématique de réduction des RPS ou d'amélioration des conditions de travail. Eh bien, en fait, effectivement, c'est pour ça qu'est apparu le terme QVCT, qualité de vie et conditions de travail, parce que justement, on recherche à la fois le bien-être des collaborateurs et la performance globale de l'entreprise. Donc, il y a l'ANACT, donc c'est l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, qui a dessiné donc cette pétale-là, hein, ce référentiel, qui est non normatif, hein, mais sur lequel on peut s'appuyer pour mettre en place la démarche QVCT. Et donc, il y a on va dire six chapitres, ouais, sur lesquels agir pour favoriser bien-être des collaborateurs et performance de l'entreprise. Donc, on a l'égalité professionnelle pour tous. Donc, c'est comment on peut arriver à concilier la vie professionnelle et personnelle, l'égalité professionnelle homme-femme, l'inclusion. Donc, tout ça, en général, c'est traité dans des accords d'entreprise, hein, quand on a des CSE et des syndicats. Ensuite, on a la partie management participatif, engagement. Donc là, c'est est-ce que c'est bien clair tout ce que j'ai à faire? C'est des procédures dans l'entreprise. C'est avoir un temps d'échange sur le travail. Ensuite, on a la partie relations au travail, climat social. Donc là, c'est comment justement on gère les différentes instances. On a plus aussi l'environnement de travail, les lieux de pause, hein, voilà. Est-ce qu'on se sent quand même, on peut arriver à faire une pause. Ensuite, on a le contenu du travail. Alors, il y a des fois, vraiment, dans ce qu'on retrouve dans certains chapitres, on peut les mettre aussi ailleurs, hein. Enfin, ça peut se mélanger aussi. Donc, le contenu du travail, c'est justement l'autonomie que je peux avoir dans mon travail. On retrouve la clarté aussi des consignes. Tout à l'heure, c'est la clarté des rôles, la répartition de la charge de travail. On a tout ce qui est compétences, parcours professionnel, donc là, qui est plutôt adressé à la partie RH sur le parcours d'intégration dans l'entreprise, comment je fais évoluer mes compétences. Et puis, on a la santé au travail. J'ai presque envie de dire, c'est par là qu'il faut commencer. C'est-à-dire que là, on parle de diffusion du DUERP, donc c'est le document unique d'évaluation des risques professionnels, qui est quelque chose d'obligatoire dans le Code du travail, qui va dresser justement tous les risques auxquels sont exposés les salariés dans l'entreprise et qu'est-ce qu'on met en place. Et c'est là où on parle aussi du coup de la prise en compte des RPS et des TMS, les troubles musculo-squelettiques. Voilà, à peu près le panorama sans rentrer dans le détail. Donc, on peut agir sur tous ces... Si on met en place tout ça, certainement, on va arriver à une meilleure performance dans l'entreprise et un mieux-être des collaborateurs. Et peut-être, si tu nous parlais de qu'est-ce que toi, tu observes de ce qui se pratique aujourd'hui dans les entreprises, dans les organisations dans lesquelles on intervient. Il y a deux types d'actions. Pour avoir travaillé pendant 15 ans dans les entreprises, c'est vrai que la plupart du temps, malheureusement, ça reste encore des actions à court terme où on profite par exemple de la semaine de la QVCT pour mettre en place des ateliers de sophrologie, des ateliers massage, mettre en place un baby-foot, voilà, faire des olympiades dans les équipes. Donc, ou peut-être faire aussi peut-être des formations sur la communication non violente. Donc, c'est bien,
c'est très bien, mais par contre, c'est pas suffisant parce qu'on a bien vu, donc là, on a remis les 6 facteurs en haut, qu'il faut quand même adresser les 6 facteurs. Alors, en fonction de la priorité dans l'entreprise, mais c'est pour ça qu'on a plutôt des actions aussi à long terme. Donc, dans certaines entreprises, c'est plutôt acquis, mais on peut aller encore un peu plus loin. Donc, on a les parcours d'intégration et les accueils sécurité. On a tout ce qui est les entretiens annuels où là, on pourrait mettre un volet vraiment risques psychosociaux et ne pas avoir peur d'en parler parce qu'on se dit, oh là là, si je vais parler à mon salarié, lui demander comment il se situe au niveau du stress, soit j'ouvre la boîte à Pandore, soit le salarié va pas oser dire quelque chose de peur d'avoir des représailles. On a tout ce qui est prendre du temps pour faire un point avec son équipe parce que bien souvent les managers, j'en reviens beaucoup à eux, mais c'est vrai que c'est un peu la clé de voûte. Ils courent partout et il faut vraiment inscrire dans son agenda des points avec l'équipe, des déjeuners, des choses comme ça. C'est des toutes petites choses, mais ça fait vraiment du bien. Ensuite, on a des feedbacks 360 du coaching d'équipe. On a des accords sur du droit à la déconnexion aussi, c'est-à-dire qu'à partir de peut-être de 20 heures, on ne peut plus envoyer de mail. Tout ce qui est aussi, justement, quand on a un comité d'entreprise et un référent santé sécurité au travail ou un responsable QSE, ça peut vraiment favoriser la démarche QVCT. Et puis après, pour ceux qui ont un petit peu plus d'argent, des entreprises qui ont un petit peu plus de moyens, des fois elles s'orientent vers des labellisations, genre Great Place to Work par exemple. Et là, c'est des choses qui sont un petit peu plus onéreuses. On a engagé RSE aussi. Et ça permet aussi de valider quand même la démarche. Comment nous, on agit sur ces... Nous, on est plutôt dans une logique long terme, Solène. Et comme tu le rappelais il y a un instant, le rôle des managers et des leaders, en fait, est extrêmement important. Et ce qu'on observe avec dans cette première partie, ce quart du XXIe siècle, c'est que c'est un peu le passage de la motricité à cheval à des voitures à moteur. C'est-à-dire que pour aller plus vite, pour aller adresser plus d'enjeux, il suffit pas de faire plus de ce qu'on sait déjà faire, il faut réinventer un certain nombre de choses. Et ces choses, notamment, une de ces choses, c'est le leadership. La manière dont on est leader, aujourd'hui, elle influe évidemment très très fortement sur tous les 6 facteurs finalement que tu nous as décrits, Solène. Et donc, nous, on a souhaité mettre en place, on nous l'a demandé aussi dans un certain nombre d'organisations, des parcours de leaders qui ont vocation à connecter le leader avec ces différents enjeux et à ouvrir sur les manières de répondre finalement à ces différents enjeux. Ça peut être sur la créativité, ça peut être sur des communication, ça peut être sur des sujets d'innovation aussi, des sujets de travail collaboratif, de prise de décision, etc. Et en fait, tous ces aspects-là, finalement, sont extrêmement importants pour générer du sens, créer du sens pour les collaborateurs, susciter la motivation, susciter l'engagement également, et créer une atmosphère de travail en fait qui va être saine pour pouvoir contribuer à satisfaire nos clients en produisant les produits ou les services qu'on a réalisés. Donc, première chose que nous proposons, ce sont des parcours avec des parcours. Il y a plusieurs formats qui existent, mais des parcours qui peuvent être assez légers pour des gens qui ont peu de temps, qui s'étalent sur 3 mois à raison de 2 heures par semaine en distanciel, jusqu'à des parcours plus en présentiel avec des intervaux, enfin des temps en tout cas qui sont un peu plus grands et qui vont favoriser la pratique en groupe. Le deuxième levier sur lequel nous on appuie, c'est dans beaucoup de nos entreprises, des clients chez qui nous intervenons, on voit qu'il y a 2 choses qui sont extrêmement délicates. C'est le sujet de l'échec et de la reconnaissance. L'échec parce que personne n'aime échouer et en fait ça devient un sujet tabou, et donc dès lors que ça devient un sujet tabou, ça devient potentiellement une source de symptômes.
Et la reconnaissance, l'échec étant une façon de reconnaître de toute manière, la reconnaissance parce que on entend souvent chez nos clients ce besoin d'être mieux reconnu. Et souvent, en effet, la reconnaissance, c'est perçu comme étant la reconnaissance sur les résultats et donc avec de l'argent. Or, il y a plein d'autres manières de reconnaître et nous sommes tous des êtres humains, sociaux, qui avons besoin à un moment simplement d'une confirmation existentielle, d'une confirmation de nos capacités, de l'énergie qu'on apporte, de notre capacité à créer l'atmosphère de travail, etc. Et elles ne sont pas moins importantes et elles ne se rémunèrent pas nécessairement par du financier, mais par d'autres choses. Et donc, réapprendre, déjà, sensibiliser, former des leaders et des managers et aussi des collaborateurs à comment reconnaître et à s'accoutumer à l'échec, c'est quelque chose d'extrêmement important. Pourquoi l'échec est aussi un élément fort, c'est que quand on innove beaucoup, et je lisais encore une phrase de Churchill ce matin sur l'échec, c'est quelque chose de permanent en fait. On échoue en permanence. Ce sont des petits échecs, mais néanmoins, ce sont des échecs. Churchill disait le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. C'est assez vrai. C'est même très vrai, j'ai envie de dire. Tous les process d'innovation, n'oublions pas, ils visent qu'une seule chose, c'est échouer. Échouer vite pour pouvoir upgrader, pour pouvoir passer à autre chose. Troisième chose sur laquelle on travaille, c'est évidemment un parcours sur les émotions. Alors, il y a beaucoup de choses on parle beaucoup d'intelligence émotionnelle depuis le livre de Goldman. Évidemment, il suffit pas d'un livre, il faut pratiquer et être capable de faire cette distanciation entre ce que je ressens et le comportement-réponse que je vais avoir. Donc, il ne s'agit pas de se transformer en thérapeute, mais néanmoins de pouvoir sensibiliser simplement déjà à évoquer, à parler de ses émotions, puisque dans certaines organisations, c'est juste interdit ou c'est pas, comment dire, c'est pas on a la croyance que ce n'est pas permis, que c'est pas autorisé, qu'on n'a pas le droit, que c'est pas le lieu, etc. Alors que tu nous l'as dit, Solène, en fait, ça commence par là. Si je n'ai pas la capacité d'exprimer mes émotions, en fait, j'ai un comportement-réponse qui commence à être dissonant, dysfonctionnant et qui m'amène vers des situations potentiellement à risque. Un autre levier, alors qui est plus large là, c'est les transformations culturelles, c'est-à-dire que là, on va aller travailler l'ensemble de la culture de l'organisation qui potentiellement, qui était bonne avant, mais qui aujourd'hui, dans le contexte actuel de changement permanent, appelons-le comme ça, ou VUCA pour certains l'appellent comme ça aussi, etc., ou banni, en fait ne devient complètement, n'est plus approprié. Les valeurs ne sont plus les bonnes, ou sont mal ajustées, les croyances sont mal ajustées, les héros sont plus les bons, et en fait il faut réinventer tout ça. Et quelque part, en réinventant tout ça, on ouvre une porte dans laquelle chacun peut se projeter, s'investir et co-créer, être co-responsable de la création de cette nouvelle culture. Donc ça, c'est aussi une solution qui est extrêmement souhaitée. C'est des investissements qui sont importants et il y a plein d'autres petites manières de le faire, étape par étape, pour le travailler. On peut simplement aller travailler les sujets de la reconnaissance, par exemple. C'est déjà un élément qui va transformer petit à petit la culture. La manière de gérer les projets aussi, etc. Les parcours leaders et autres. Évidemment, le sujet de la prise de décision aussi, c'est quelque chose qui crispe, qui génère de la tension, de la déception aussi, de la frustration, etc. Et donc, les modes de prise de décision, sont souvent un peu toujours les mêmes dans les entreprises, un peu directifs et participatifs, ou beaucoup directifs et participatifs. Et en fait, il y a d'autres modes de prise de décision qui existent et qui sont parfaitement adaptés à ce management collaboratif qui est indispensable à cette époque de changement permanent, qu'il est intéressant d'aller investir et qui va apporter un certain nombre de conséquences à la fois sur les enjeux business, on va dire, et également sur les enjeux dont Solène nous a parlé, que je vais résumer en QVCT. Et puis, il y a le premier, peut-être, des travaux à faire, qui est l'audit QVCT. Je vais te laisser en parler, Solène.
Oui, bah alors en fait, c'est vrai que c'est la première chose, hein, comme je l'ai dit, d'une part parce que c'est demandé dans le code du travail. Alors, c'est pas spécifié comme ça. Le code du travail dit qu'il faut évaluer les risques professionnels. Et dans les risques professionnels, donc il y en a à peu près une vingtaine, il y a les risques psychosociaux. Et donc, il faut arriver à savoir, à voir quels sont les facteurs prioritaires sur lesquels agir. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir justement après voir qu'est-ce qui a été mis en place dans l'entreprise en matière de QVCT, faire matcher les deux et mettre en place un plan d'action prioritaire. Donc c'est vraiment clé pour pouvoir après voir si effectivement on déroule un parcours leader, un parcours émotion, ou peut-être les deux. Enfin, voilà, donc c'est vraiment la base pour moi. Si vous avez des questions sur si leviers, n'hésitez pas à nous les poser dans le chat, on y répondra. J'ai volontairement, avec Solène, décidé de ne pas aller trop loin pour pas voilà, s'enfermer dans des détails, mais on peut détailler, bien entendu, si vous le souhaitez, si vous avez des questions précises, vous êtes les bienvenus pour cela. Soit dans le chat, et si vous souhaitez qu'on en parle plus à fond, vous avez les petits boutons d'action en bas pour pouvoir nous contacter et aller creuser le parcours leader ou ce qu'on fait en transformation culturelle ou l'audit QVCT. D'ailleurs, si on veut faire les premiers pas, quels seraient-ils, Solène ? Alors moi, ce que je propose, là, j'ai ouvert 3 créneaux la semaine prochaine de 45 minutes. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi individuellement. C'est un rendez-vous gratuit dans cette période-là pour justement faire le point sur là où vous en êtes dans votre entreprise, échanger, prendre un petit peu de recul. Et puis, voilà, voir tout simplement où vous en êtes. Après, donc ça, allez-y, hein, c'est un rendez-vous offert. Alors, l'objectif, c'est vraiment de confronter et d'avoir un regard extérieur et Ouais. de pouvoir réfléchir ensemble à peut-être d'autres choses qui pourraient être Voilà. faites. Peut-être vous mettre sur la piste de quelque chose que vous n'avez pas vu ou au contraire de vous encourager à continuer certaines choses. Ensuite, bah, du coup, c'est de bien vous assurer que vous avez bien évalué les risques psychosociaux. Voilà, donc ça, c'est toujours mieux de se faire accompagner justement pour avoir aussi ce regard un petit peu plus objectif. Et enfin, bah, après, voir Alors justement ce qu'il en découle. Oui. peut-être sur sur cette évaluation, donc c'est d'avoir cette démarche un peu audit qu'on a appelée pour et qualifiée de grande focale pour scanner finalement les différents aspects et pouvoir factualiser euh, des zones de risque, des zones d'amélioration. C'est bien ça. Ouais, alors c'est vrai que bien souvent, malheureusement, hein, c'est encore un peu le cas, enfin, c'est le cas, dans les entreprises, c'est une personne qui s'occupe de mettre à jour le document unique, alors en demandant un petit peu à des chefs d'équipe leur avis, etc. Mais bon, ça va pas assez loin justement notamment sur la partie risques psychosociaux. Donc là, c'est vraiment de faire quelque chose un petit peu plus différent en tout cas et un petit peu plus collégial. Donc se professionnaliser un petit peu plus là-dessus pour vraiment aller cibler les actions nécessaires pour arriver à une performance d'entreprise et un mieux-être des collaborateurs. Super. Et ensuite, troisième axe pour le premier petit pas, préparer une évolution du leadership. Oui, bah après là, c'est ce qu'on a dit, hein, c'est-à-dire que pour nous, en tout cas, on est convaincus chez Échangeable que le manager a vraiment, et cette clé de voûte-là, a vraiment un rôle là-dessus. Et c'est sur eux qu'il faut travailler. Ça ne veut pas dire qu'ils font pas du bon travail aujourd'hui, mais c'est qu'il y a énormément, enfin, tout tient quand même sur eux. Et là, il faut peut-être les accompagner justement à pouvoir se sentir bien dans leur travail et en même temps répondre aux différentes attentes de la direction et de leur équipe aussi. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que on fait souvent le lien entre leader et manager. Et on a certains de nos clients qui commencent finalement à diffuser le leadership et à le faire rayonner en fait sur d'autres personnes que le manager. Donc il y a vraiment à repenser quelque part le rôle à la fois du management qui va être responsable de l'exploitation et d'un leader qui va être plutôt responsable de l'exploration,
qui est indispensable quand on veut innover. Et donc d'avoir comment on fait finalement ce binomage, comment on crée ces deux actions, ces deux forces qui vont contribuer à satisfaire nos clients, satisfaire nos collaborateurs et les parties prenantes. Voilà, donc effectivement, ça c'est un point pour nous en tout cas important et qu'on vous encourage aussi à mettre en place dans votre organisation si ce n'est pas déjà fait. Et puis après, le dernier point, c'est préparer l'évolution des façons de travailler. Donc là aussi, ça va dépendre aussi de ce qui ressort de l'audit justement et de l'évaluation des risques psychosociaux et de votre démarche QVCT actuelle, même si vous ne l'avez peut-être pas appelé comme ça aujourd'hui, mais en tout cas de votre organisation aujourd'hui. Nous, on a travaillé dans beaucoup de nos clients, encore aujourd'hui, sur d'autres façons de faire collaborer les personnes, avec des impacts directs sur la QVCT. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir, qu'il y a beaucoup d'entreprises dans lesquelles, en fait, ces approches qui ne sont pas révolutionnaires, mais en fait, ne sont pas forcément connues. Et si elles sont connues, elles ne sont pas forcément pratiquées. Et donc, il y a toute une démarche finalement pour les mettre en place, les entretenir et faire en sorte qu'elles puissent rayonner et créer de la valeur, créer de la santé, créer de la qualité de vie au travail, etc. On a un webinaire d'ailleurs avec Schneider Electric et Air Liquide le 21 novembre où on va parler notamment de ces aspects-là. Et donc, vous avez le petit QR code pour prendre rendez-vous plus simple avec Solène pour faire le point. Donc voilà, n'hésitez pas à l'utiliser et profiter de l'expertise de Solène et de son analyse assez fine. Est-ce qu'il y a des questions? C'est le moment. Moi, j'ai pas vu de questions dans le chat, mais est-ce que j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il y a des choses qui ont été claires, pas claires, des choses que vous voulez qu'on creuse? Et puis surtout, comment ça se passe dans vos entreprises, en fait, ou dans vos organisations? J'ai vu qu'on avait à la fois des organisations publiques et des entreprises privées, voire même des ONG dans l'audience. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de comment vous abordez ces sujets-là. Peut-être Solène, en attendant qu'il y ait des questions, quelle est... ça fait quelque temps déjà que tu interviens finalement sur ces thématiques. Comment tu vois les choses évoluer sur les actions QVCT? En fait, après, peut-être c'est culturel, je ne sais pas, à la France, mais en tout cas, c'est vrai que des fois, les entreprises sont de plus en plus obligées de se saisir du sujet parce qu'il y a la réglementation en lien avec la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. On a de plus en plus des cas de condamnation en termes de harcèlement moral, donc qui entache la réputation de l'entreprise. Donc du coup, on est obligé de mettre en place des choses dans l'entreprise. Il ne faut pas oublier que quand il y a un cas qui passe au niveau des prud'hommes ou même code pénal, si on est sur des agissements par exemple sexistes, la première chose que l'inspection du travail va demander, et le juge, c'est montrez-moi votre document unique. Et ensuite, montrez-moi que vous avez mis en place des actions, même si ça n'a pas marché, mais que vous suivez quand même le sujet. Donc voilà, donc du coup, on a quand même cette tendance là, et puis bon, voilà, donc c'est déjà bien. Et puis après, l'idée, c'est vraiment que le salarié puisse partir de l'entreprise dans le même état, peut-être qu'avec quelques cheveux blancs peut-être, mais comme il est rentré. Voilà. Et ça, c'est important. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on ne va pas pouvoir empêcher les gens de partir des entreprises parce que le monde bouge, parce que les gens ont envie de changer. Voilà, c'est comme ça, on ne reste pas statique. Mais par contre, il faut se dire que moi, j'ai envie, ok, peut-être qu'il y a beaucoup de turnover, mais quand les gens partent de l'entreprise, qu'ils ne partent pas parce que ça s'est mal passé pour eux, parce qu'ils ne se sont pas bien sentis, mais parce que justement, ils se sont bien sentis et qu'ils avaient envie d'explorer aussi d'autres choses. Et ça, c'est tout à fait possible. Merci de cette précision. Est-ce que pour un manager finalement qui a l'habitude de travailler d'une certaine manière, de communiquer d'une certaine manière, etc., est-ce que c'est quand même pas un peu... il
pousse pas un peu le bouchon un peu loin, tu vois, dans la remarque, de se dire: «Est-ce que, je dois vraiment changer, toute ma façon d'être, parce que pour pas harceler ou pour pas, voilà, parce qu'on n'a peut-être pas la conscience qu'on harcèle ou la conscience qu'on est un acteur finalement qui favorise, l'apparition de RPS, Mmh. Bah, en fait, je pense que de toute façon, quand on est dans les organisations, quand on travaille en entreprise ou même quand on est à son compte, hein, je veux dire, ça fait partie de notre évolution aussi, hein. On est on expérimente et on doit pouvoir aussi se remettre en question et c'est pas parce qu'on fait mal les choses, mais c'est aussi pour évoluer. Donc c'est pas, c'est quand même quelque chose qui est nécessaire, qui est à la portée des gens. Alors c'est vrai que des fois, dans certaines organisations, il y a des gens qui sont propulsés à un niveau justement de management ou de chef d'équipe et qui n'ont peut-être pas toutes les compétences nécessaires. Et donc, c'est ces gens-là aussi qu'il faut accompagner et rassurer et peut-être des fois aussi rectifier le tir. Hein, voilà. Mais en fait, j'ai presque envie de dire, c'est incontournable, quoi. mmh. Est-ce que, parce que tu nous l'as bien dit d'ailleurs tout à l'heure, hein, il y a à la fois une action à faire, finalement au niveau du management des leaders, mais il y a aussi à renforcer, la capacité des collaborateurs à dire non ou à dire: Ça me convient pas, là vous allez trop loin, je me sens pas aligné, donc du coup je préfère, me désengager», il y a aussi cette dimension qui est vraiment très, très importante, hein, Ouais, exactement, oui, des salariés, justement, de l'expression des salariés. Oui, ben, ça, il faut pas avoir peur hein, que ces salariés, justement, il faut laisser un espace aux salariés de s'exprimer. Par contre, c'est pas parce on laisse un espace que ça ne peut pas être cadré aussi. Voilà, donc c'est arriver à conjuguer avec tout ça et à faire avec les personnalités des uns et des autres aussi. Donc c'est pour ça que tout ça, ça s'accompagne. Ben, voilà, en personnalisant l'accompagnement justement auprès de ces équipes-là. Donc oui. super. Écoute, merci beaucoup Solène. Ouais, Merci à vous tous de nous avoir, suivis aujourd'hui. On arrive au terme, de ce webinaire. On espère que ça vous a apporté, des éclairages et des idées, de lieux d'action. N'hésitez pas encore à prendre rendez-vous avec Solène pour pouvoir, oui. avoir ce petit moment, d'insight avec elle pour regarder les choses différemment. Et puis, n'hésitez pas à aller sur notre chaîne de webinaires pour voir les autres webinaires que nous avons déjà réalisés, puis ceux qui arrivent dans les prochaines semaines, notamment la semaine prochaine, le 21, avec donc Air Liquide et Schneider pour parler du management collaboratif. Et puis en quittant eh bien, le webinaire, vous serez invité à donner votre avis sur le webinaire. N'hésitez pas à remplir également. On attribue un nombre d'étoiles et un petit commentaire si vous le souhaitez. Merci à vous tous. Merci Solène et à Merci très bientôt. Serge, merci à tous, au revoir.